Vous savez de quoi je parle. Vous êtes en train de regarder un film de super-héros ou bien un space opéra et la scène est sérieuse. La tension est palpable. Les émotions commencent à monter et puis... Alors je parle, vous parlez, qui commence? Ça, c'est ce qu'on appelle le bathos. Interrompre un moment sérieux avec de l'humour ou du banal afin de dédramatiser et de ridiculiser. C'est une mécanique de base de la comédie et en soi c'est un outil narratif et humoristique comme un autre. Mais son omniprésence est un symptôme de toute une approche de l'écriture qui est devenue majoritaire dans les grosses productions hollywoodiennes des 15 dernières années, et en particulier dans ce qui se fait chez Disney. Et je parle de Disney au sens large, la grosse corporation qui a avalé Marvel et Star Wars avant d'y apposer son style et ses méthodes. Tu vas voir ce qu'il en coûte de critiquer la story! Prêt à tirer dans 10 minutes et 59 secondes. Bon, avant notre mort imminente, je vais vous expliquer ce qui me dérange dans l'écriture des dialogues modernes. C'est pas exclusif à Disney d'ailleurs, même s'ils en sont les porte-étendards. J'ai un œil qui pleure, et je sais pas pourquoi, ce tournage est un enfer. On va voir quel mécanisme se cache derrière, ce que ça veut dire en termes de narration, et pourquoi, à terme, ça vide les œuvres de leur substance. Mais avant ça, par le pouvoir de Tchekhov, j'invoque le sponsor de cette vidéo. J'active un bouclier qui va nous protéger des hackers et des sites malveillants, CyberGhost VPN. Vous vous souvenez, un VPN, c'est un réseau virtuel privé. Quand vous êtes en déplacement et que vous devez utiliser le Wi-Fi public d'un parc d'attractions très populaire appartenant à une grosse corporation, vos données ne sont pas protégées. Mais avec un VPN, vous pouvez vous connecter à ce réseau tout en protégeant votre adresse IP, vos données et vos infos perso, et la grosse souris n'y verra que du feu. Vous le savez sans doute déjà, mais l'autre attrait principal des VPN, c'est l'accès au contenu géorestreint. Vous pouvez accéder au catalogue restreint de votre service de streaming préféré, Netflix, Disney+, Amazon Prime, Hulu. Il y a des tonnes de films et de séries qui ne sont disponibles qu'avec une adresse IP américaine par exemple. Et avec CyberGhost VPN, il vous suffit d'un clic pour vous connecter à un serveur étranger et débloquer tout ce catalogue. Le logiciel est facile d'utilisation, pas besoin d'être un expert en info. En plus, ils sont au top niveau transparence. Ils ne collectent et ne partagent pas vos données. Grâce à ça, ils sont leaders mondial de l'industrie de la sécurité et de la confidentialité, avec plus de 38 millions d'utilisateurs et 5 étoiles sur Trustpilot. Avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils en même temps, que ce soit Windows, iOS ou Android. Profitez-en pour initier votre famille au cinéma bollywoodien et ainsi les écarter du monopole de ce bon vieux Walt. N'hésitez pas un instant et devenez un client satisfait comme moi. En utilisant le lien dispo dans la description et le commentaire épinglé, vous aurez 83% de réduction sur CyberGhost VPN, soit 2,03 € par mois ainsi que 4 mois gratuits. En plus, vous avez 45 jours de garantie, satisfait ou remboursé et un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors au pire, si vous essayez et que ça ne vous convient pas, vous serez remboursé. Foncez et cliquez sur le lien juste en dessous si ça vous intéresse. Et maintenant, retour à la vidéo. Écrire des dialogues, c'est pas facile. C'est pas pour rien que le métier de dialoguiste existe. Des gens se spécialisent dans cette discipline et on leur confie le soin d'écrire de bons dialogues. C'est difficile parce qu'il faut donner une voix à chaque personnage. On dit souvent qu'écrire des dialogues, c'est jouer aux marionnettistes. On fait parler ses persos et on leur donne vie sur la page. Et rien que ça, c'est pas évident. Mais en plus, surtout au cinéma, les gens ont des attentes sur la façon dont les personnages doivent parler. Il faut écrire des dialogues vraisemblables. Je dis bien vraisemblables et pas réalistes. C'est là qu'est la difficulté. On peut pas reproduire à la lettre la façon dont les gens parlent dans la vraie vie. Parce que la majorité des gens ne parlent pas de façon efficace. On a des hésitations, des bégaiements, des tics de langage, plein de choses qui rendent la communication plus difficile. Parce que on parle en même temps qu'on réfléchit, on sort un premier jet. Sauf qu'en fiction, surtout audiovisuelle, où il y a des contraintes de temps et de rythme, on doit être efficace. Une ligne de dialogue doit communiquer clairement une information sur l'intrigue, l'univers, le caractère du personnage. Par exemple, écoute, hier j'ai vu ta femme au marché avec un autre homme. Personne ne parle comme ça dans la vraie vie. Mais personne ne veut voir une histoire où on donne cette information de façon réaliste. Ah ouais, du coup je voulais te dire, hier, et non, on est dimanche, on est samedi, ok, donc hier, je suis allé au marché, c'était pas le marché couvert, le marché sur la Grand Place, et non ouais, on ira ensemble un de ces quatre, et j'ai vu ta... Vous êtes mariés, hein, ta femme, du coup. J'ai vu ta femme, et elle était avec... Bah pas avec toi, elle était avec un autre homme, ce qui... voilà, c'est compliqué, je sais pas si j'aurais dû te le dire, mais je te le dis. Donc voilà, j'ai vu ta... Donc au marché, ta femme avec un autre homme. Hier. Le travail des dialoguistes, c'est de garder un semblant de réalité dans la façon dont les personnages parlent, tout en maintenant un certain niveau d'efficacité. C'est un travail d'équilibriste qui doit en plus s'adapter avec le temps et les attentes du public qui changent avec les époques. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, à la fin des années 90, un mec a révolutionné la façon dont on écrivait les dialogues pour la télé et finira par affecter jusqu'au cinéma.
Avant d'être connu comme un gros connard abusif avec qui il est impossible de travailler, Joss Whedon était connu pour ses séries au dialogue incisif. Foudroyante réplique. J'en ai déjà parlé il y a très longtemps sur cette chaîne, mais la popularité de séries comme Buffy contre les vampires était indissociable d'un procédé que Whedon a popularisé puis généralisé, le snark. Faites pas gaffe, je plante des graines que je suis pas sûr de pouvoir récolter un jour. Snark, c'est la contraction de snide et remark, où remarque est sarcastique. Et dans les dialogues de Whedon, ils abondent. Chaque situation est l'occasion pour qu'un personnage ironise ou se moque des tropes et clichés auxquels il fait face. Très souvent en utilisant un autre procédé au nom rigolo, la suspension d'abat-jour. C'est une traduction littérale de lampshade hanging, un trope qui consiste à souligner dans les dialogues l'utilisation d'un cliché ou d'un schéma narratif commun. Par exemple... Ce truc n'obéit pas du tout aux lois de la physique. Oui. Avec ces deux procédés qui fonctionnent très bien ensemble, Whedon a donné à ses personnages une nouvelle façon d'aborder leur dialogue. Ils ne sont plus juste en train de vivre une histoire, ils la commentent en même temps. Ils parlent comme s'ils étaient sur le canapé à côté de nous en train de regarder le même film. Et c'est ça le dialogue moderne Disney selon moi. Whedon n'est plus vraiment là, mais il a laissé une marque indélébile sur la façon dont on écrit les blockbusters aujourd'hui. Et je vais être honnête, pendant longtemps ça ne me dérangeait pas. Surtout quand c'était pas la norme, je trouvais ça charmant, ça rendait les dialogues plus fun, et j'adore le fun. Ouh. Mais ces derniers temps, j'ai été frappé par une réalisation. J'arrive plus à apprécier les films et séries dont les dialogues sont écrits comme ça. Et même, je pense que ça fait du mal à mon rapport à la fiction. Cette réflexion que j'ai, elle se développe aussi suite à la vidéo de Bolche Geek que je vous recommande évidemment sur le souci posé par les youtubeurs ciné. Et je pense qu'elle y est liée. Les dialogues à la Whedon, c'est comme avoir CinemaSins dans le film qui passe son temps à le vanner. Et ça, c'est de plus en plus lourd. Et la première raison pour laquelle je pense que c'est néfaste, c'est que ça projette un énorme manque de confiance en soi. Ce genre de dialogue, c'était charmant sur des petites productions qui doivent faire leurs preuves et qui, en montrant qu'elles ont conscience de leurs limites, montraient patte blanche. Oui, c'est une histoire de chasseuse de vampires adolescente dans un lycée avec un petit budget, mais on le sait et on se prend pas trop au sérieux. Sauf qu'à force de pas se prendre au sérieux, ça devient difficile pour les autres de te prendre au sérieux. D'autant plus quand tu es une gigantesque méga production avec des budgets colossaux. Ça pue un peu la fausse modestie. Et surtout, c'est pas parce que tu annonces que tu fais quelque chose de nul ironiquement que tu ne fais pas quelque chose de nul ironiquement. Utiliser un cliché, je pense pas que ce soit grave. Les clichés, ça va, ça vient, ça se réinvente. Ou bien c'est des raccourcis pratiques pour plus facilement transmettre une information et passer à autre chose de plus novateur. Utiliser un cliché et annoncer que tu sais que c'est un cliché en le pointant bien du doigt, c'est une maigre défense. Mais si c'est à but parodique ou humoristique, pourquoi pas? Par contre, et c'est ça que les productions Disney font à longueur de temps, utiliser un cliché, l'annoncer puis le jouer sans même essayer de le modifier, ça commence à faire pitié. Il y a une vanne qui me saoule au plus haut point dans les films de super-héros, c'est ce gag à répétition sur le fait que les noms de personnages de comics sont ridicules. Au fait, je m'appelle Peter. Docteur Strange. Vous utilisez votre pseudonyme Je suis Spider-Man alors. Star-Lord. Star-Lord. Star-Lord, le héros, le rebelle légendaire, Star-Lord. Et si elle me saoule autant, c'est parce que le film va utiliser ces noms malgré tout au premier degré juste après. Mais il doit faire une parenthèse pour dire que non mais on est au courant que c'est ridicule, on le sait hein. Et chaque fois, c'est le film qui dit « Je suis nul, mais j'en ai conscience ». Et ça, pour parler comme les jeunes de notre internet, c'est cringe. C'est cringe no cap. Quitte à se rendre compte qu'on écrit un cliché ou quelque chose de ridicule, ben autant le changer. Pas juste mettre un panneau devant qui annonce bien que c'est à chier. Ça, c'est juste un aveu d'échec. Et même, je préfère 1000 fois un cliché joué 100% premier degré. Parce qu'au moins c'est sincère, ça se cache pas derrière son petit doigt. Et surtout, ça transforme pas les personnages en critiques YouTube au sein du récit. On est vraiment une sale espèce et je me réjouis de notre imminente extinction. Parce que le pire pour moi, narrativement, c'est que ce genre de dialogue finisse par détruire les personnages qui les prononcent. Ça les sort du récit, parce qu'ils créent une distance en soulignant les incohérences ou en désamorçant les émotions par l'humour. Ce qui en soi n'est pas un problème si c'est un trait propre au personnage et que ça joue dans son rapport aux autres et à l'histoire. Sauf que ça peut pas être la norme. Si tout le monde est Deadpool, personne n'est Deadpool. Mais les films Disney ne sont pas si bien écrits que ça, on le sait. À la place, on a juste un perso qui arrête d'être un perso et devient la voix de l'auteur. Ou des 5 auteurs et des 3 producteurs derrière leur épaule, toi-même tu connais les bails. Mais du coup, ça détache le personnage de l'intrigue. Comment on peut avoir des émotions sincères, une vraie tension dramatique, si pour le personnage, rien n'est sérieux et tout est sujet à sarcasme? Parce que je le rappelle, les personnages sont notre interface avec le récit et l'univers d'une œuvre de fiction. C'est à travers eux qu'on vit l'histoire
l'histoire, ce sont leurs émotions pour lesquelles on a de l'empathie. Et chaque fois qu'ils font un clin d'œil pour nous rappeler qu'ils savent que leur nom de super-héros est ridicule ou que la situation n'a pas trop de sens, chaque fois qu'ils sortent du récit pour devenir observateurs et critiques comme nous, eh bien on perd cette interface avec le récit. On est privé de notre moyen de nous engager émotionnellement avec la fiction. Et tout ce qu'il reste, c'est l'engagement intellectuel et rationnel. On ne ressent plus l'histoire, on l'analyse. On devient des Michel et Michel à faire la chasse aux incohérences et aux faux raccords. Et c'est fondamentalement pas une bonne façon de suivre une histoire. Je dis pas que c'est mal en soi, j'en ai fait mon boulot quand même. C'est une bonne façon d'apprendre quand on est auteur et même plus généralement de développer son esprit critique. Mais c'est un exercice. Et c'est pas comme ça qu'on tire de la fiction ce qu'elle a de mieux à nous offrir. D'ailleurs, je peux pas en vouloir aux gens de ne pas avoir d'engagement émotionnel avec des histoires qui refusent de laisser leurs personnages faire de même. C'est clairement un défaut d'écriture qui est responsable de la distance entre le spectateur et le film. C'est un choix sans doute inconscient de sacrifier la sincérité de l'écriture pour marquer des points d'humour et de sympathie. Tout ça, c'est devenu évident quand j'ai regardé Andor. Vraiment la série que j'attendais pas et que j'aurais pas regardé de base. Mais se retrouver dans l'univers Star Wars à l'ère de Disney et ne pas avoir un seul personnage qui blague sur l'histoire, les voir tous vivre le récit au premier degré, ça m'a fait un bien fou. La série plaira peut-être pas à tous les fans de Star Wars, ce qui est d'ailleurs plutôt bon signe, ça veut dire qu'elle a un parti pris fort au lieu d'essayer de plaire à tout le monde. Mais il est indéniable qu'elle a des dialogues sincères. Dans le sens où les personnages croient en ce qu'ils disent, réagissent à ce qui leur arrive. Ils vivent les événements qu'on nous raconte à travers leurs yeux, sans s'arrêter toutes les 2 minutes pour demander où sont passés les Jedi et dire que les uniformes de l'Empire sont quand même un peu fascisants quand on y réfléchit 2 secondes, non ? Le sarcasme c'est super bien à petite dose. C'est un sniper, on l'utilise avec précision là où il faut, quand il le faut. Mais à force d'avoir peur du premier degré, d'à quel point ça nous rend vulnérables de ne pas se cacher derrière l'humour, on se prive de tout un tas d'histoires qui peuvent sincèrement nous toucher. C'est pour ça que je recommande vivement de regarder d'autres choses que ce que font Disney et Warner. Faites pas genre, il y a aussi la blague des noms de super-héros chez DC. Ouais, c'est vrai que tu te déguises en chauve-souris? Oui, à chaque fois que je baisse ta mère. Justement, dans les productions moins titanesques, il y a plus d'auteurs et d'autrices qui mettent leur cœur à l'ouvrage et qui proposent quelque chose de sincère. Peut-être parfois maladroit, parfois cliché, mais jamais aussi lisse que ce que nous propose cette vilaine souris. Canon enclenché. Tu vas payer cette info! La Terre est protégée par un VPN. Waouh, merci CyberGhost VPN, vous nous avez sauvé la vie, c'est incroyable. N'oubliez pas le lien dans la description et le commentaire épinglé pour profiter de la réduction exceptionnelle de 83%. Protégez vos données de navigation et débloquez le contenu restreint pour 2,03 € par mois seulement. Satisfait ou remboursé? Foncez sans hésiter. Si vous voulez découvrir une œuvre originale et sincère, ça tombe bien. Incroyable. Je publie en ce moment de la fiction originale sur ma chaîne. Ça s'appelle Renégat, c'est un space western. Et sincèrement, comme souvent pour la fiction sur YouTube, y a pas grand monde qui clique dessus. Donc si vous avez 7 minutes devant vous pour donner une chance à l'épisode 1, je vous serais super reconnaissant de le faire. Moi, c'est une histoire qui me tient à cœur et j'ai essayé d'être aussi sincère que possible en l'écrivant. J'en profite pour remercier les tipeurs et les forgemaux, je m'en sortirai pas sans vous. À très bientôt, Tropper, out.